Je m'appelle Gauthier Van Merbeek, je suis éditeur de bande dessinée depuis 5 ans et directeur éditorial aux éditions du Lombard. Et bonsoir, Gauthier Van Merbeek. Bonsoir. On est ravi de vous recevoir pour parler des éditions du Lombard. Tout d'abord, la fonction. Vous avez dit, je suis éditeur, directeur éditorial. C'est quoi la différence exactement ? Le directeur éditorial est responsable de tout ce qui est édité au Lombard, donc je travaille avec d'autres éditeurs qui suivent des auteurs plus en direct. Enfin, moi je le fais également, mais voilà, je dois chapeauter l'ensemble. Donc l'ensemble, ça veut dire l'ensemble des collections, puisqu'on va l'expliquer, au Lombard il y a plusieurs collections, dont la collection signée d'ailleurs, ou hors champ, ou hors format plutôt, et la collection classique aussi, c'est ça. Donc vous êtes sur plusieurs fronts. Tout. Alors pour ça, je ne suis pas de tous les albums vraiment en direct. Il y a des éditeurs, heureusement, qui s'en occupent très très bien. Mais je suis bel et bien responsable de tout ce qui sort, donc une centaine d'albums par an. Il faut quand même que je sache plus ou moins de quoi y retourner. Mais c'est quoi le boulot ? On vous imagine à votre bureau le matin, alors voilà, la secrétaire vous amène le courrier du jour et c'est des planches ou c'est quoi ? Alors, ça, c'était évidemment le fantasme que j'avais en commençant. C'était qu'on recevait des projets, puis on disait oui ou non, puis ça s'arrêtait là. Oui, ça, c'est un peu du fantasme. Ça, c'était malheureusement pas tout à fait le cas. On en reçoit beaucoup des projets. Et finalement, de ceux-là, on en signe très peu. Ce qu'on tente de développer, c'est plutôt des projets avec des auteurs qu'on connaît ou qui ont déjà une certaine notoriété, une certaine carrière, et donc plutôt les amorcer un peu différemment, mais avec des gens déjà un peu installés, plutôt que uniquement des débutants, malheureusement. Mais vous donnez aussi leur chance aux débutants, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça se passe moins souvent, mais ça peut se passer qu'on sort un projet, on se dise, bon, ça c'est vraiment, on les signe tout de suite, tel quel, ça peut arriver. Question un peu bateau, qu'on vous a déjà posée 1000 fois, c'est quoi une bonne BD ? Une bonne BD. Je vous remercie d'avoir posé cette question. Une bonne BD aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Ça évolue. Hein. Une bonne BD aujourd'hui doit être très bonne, en fait. J'ai envie de répondre comme ça parce qu'il y a une telle surproduction qu'aujourd'hui, une bonne BD bien dessinée, bien écrite, ça ne suffit pas vraiment pour émerger. On doit être excellent en tout, c'est-à-dire avoir un sujet pertinent qui sorte un peu du lot, un traitement qui soit vraiment réfléchi, abouti, très pensé au niveau des scénarios, et un graphisme génial, parce qu'en fait, on n'a pas le choix, il faut une équation complète aujourd'hui. Parce qu'on parle du Lombard avec vous ce soir, mais la concurrence est là, évidemment. Elle a toujours été là, d'ailleurs. Hein. Vous avez l'habitude, on a l'habitude en Belgique, c'est un pays de bande dessinée. C'est vrai. En même temps, je suppose que ça donne une émulation, non ? Alors, il y a le stade de l'émulation, mais depuis, je dirais, une quinzaine d'années, on est passé au stade vraiment de la surproduction, avec ce côté un petit peu étouffant. Les libraires s'en plaignent parfois, parce qu'ils ne savent plus... Pour eux, rien qu'en termes de manutention, ça devient compliqué comme enjeu. Ne fût-ce que ça, déjà. L'espace d'exposition. Mais il y a des très bons albums qui paraissent et qui n'ont en fait aucune chance, parce qu'ils sont noyés dans la production. La semaine suivante, ils sont remplacés par d'autres. Il y a des très bonnes BD qui n'ont pas leur chance à cause de ça. Donc, c'est une émulation un peu dangereuse aussi. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a trop de BD ? Vraiment trop. Vraiment trop par rapport à l'offre, en fait, qui est restée assez stable, ce qui est plutôt bien pour ce secteur depuis 15 ans. Elle n'a pas vraiment chuté. On se comparerait aux DVD, aux jeux vidéo, on se dirait là, on n'est pas à plaindre. Mais justement, ce modèle solide a entraîné un petit peu trop de concurrence. Et le secret, c'est le renouvellement dans le genre. Par exemple, ici, on en a déjà parlé dans cette émission, mais ce sont des séries mi-encyclo, mi-BD. C'est un petit peu ça, hein, quelque part, avec des sujets pas toujours évidents. Hein, le conflit israélo-palestinien, non, on a fait, Internet, etc. Ça, c'est un des secrets de longévité ou de renouvellement plutôt. L'espèce de chemin de crête, un petit peu en tout cas, pour un éditeur du Lombard, c'est de trouver un équilibre entre ses racines et son histoire, qui ont quand même plus de 70 ans, qu'il faut respecter, et en même temps le côté moderne qui est indispensable, il faut se renouveler. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Ça marche, la petite... Ça marche pas si mal, ça dépend des thématiques, mais il y en a qui marchent très bien. Pas si mal, ça veut dire que vous êtes... Pas si mal, c'est-à-dire qu'on savait en lançant autant d'albums, il y a beaucoup de thématiques, il y en a qui sont très très pointues, qu'on ne le faisait pas spécialement pour vendre 50 000 exemplaires tout de suite. Il y en a tels que le féminisme qui se vend très très bien, mieux que ce qu'on espérait par exemple. Allez, le Lombard, c'est une vieille histoire. Vous avez fêté vos 70 ans l'année passée. 70 ans, écoutez, vous ne les faites pas. Merci. On va regarder une bande-annonce que vous avez faite, un petit film carrément, que vous avez fait à cette occasion. On ne va pas tout regarder, on va regarder un petit peu le début. Ça va nous replonger dans l'histoire de cette magnifique maison qu'est le Lombard. Hergé accepte la proposition de Raymond Leblanc de créer un magazine autour de son célèbre héros à la houppette. Et c'est ainsi que naissent à Bruxelles les éditions du Lombard.
Et maintenant, un petit quiz. Les éditions portent le nom du Lombard parce que, réponse A, Raymond Leblanc souffrait de problèmes au lombaire. Réponse B, l'animal de compagnie de Raymond Leblanc était un lombard. Réponse C, les bureaux étaient situés rue du Lombard. Réponse D, la réponse D. C'est le 26 septembre 1946 que sort le premier numéro du journal avec des héros comme Tintin et Milou, les aventures de deux amis inséparables, Blake et Mortimer, les aventures de deux amis inséparables, Hassan et Kadou, les aventures de deux amis inséparables, et Corentin et son tigre, les aventures de deux amis inséparables et un gorille. Bon, on est bien d'accord, à peu près 0 fille dans tout ça. Mais bon, à l'époque, tous ces garçons entre eux, ça ne gênait personne. Ah, qu'est-ce qu'on était tolérants quand même. Un duel amical mais acharné commence ensuite entre le journal Tintin et son concurrent, le journal Spirou. Une technique qui sera reprise avec succès 15 ans plus tard par les Beatles et les Rolling Stones. Le journal Tintin a tellement de succès qu'il accueille de nouveaux héros, comme Chic Bill, Ricochet, Michel Vaillant, Clifton, Chlorophylle et Pomme et Teddy. Pomme et qui? Et pour ceux qui auraient raté les anciens numéros, Raymond Leblanc a pensé à tout. Les premiers albums sont publiés fin 1949 et sont toujours réédités aujourd'hui. Voilà, le journal Tintin d'ailleurs qui malheureusement s'est arrêté. C'était un moment difficile. Vous ne l'avez pas vécu directement, j'imagine? Moi, j'ai vu comme lecteur. Moi, j'avais 12 ans, j'étais lecteur depuis 5 ans. Et c'était un moment très difficile, oui. C'était vraiment triste. Cet arrêt parce que ça marchait encore bien. Bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fin de droit, une négociation qui n'a pas tout à fait abouti entre Moulinsart, donc la maison qui gère les droits de Hergé, et le Lombard. Ouais. Et puis il a fallu rebondir, et le Lombard a rebondi parce que il a acquis, on le voit d'ailleurs dans la vidéo qui est derrière nous, de nouveaux personnages. Et c'est ça qui va faire la réputation du Lombard, j'imagine. C'est effectivement, en fait, ce qui fait sa réputation, c'est encore aujourd'hui finalement les personnages assez anciens, ça reste les plus, ce qui ont le plus de succès aujourd'hui, étonnamment. Donc c'est toujours Torgal, c'est les Schtroumpfs qui sont venus chez nous au catalogue. Même Ricochet a encore vraiment une belle carrière qui l'attend. Mais il fallait amener des nouveaux héros aussi. C'est ceux qui sont venus un petit peu après Jean, tels que... Ici, Nicolas Skoda, IRS pour la collection 3e vague, avec aussi Alpha, un côté plutôt thriller. Donc ça, c'est votre boulot, c'est votre job d'essayer que ça tienne, que le bateau tienne et d'amener effectivement de nouveaux héros pour que les lecteurs restent en fait. Pour que les lecteurs restent, pour que la maison soit rentable à l'arrivée, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. On a des vendeurs de livres. Après, c'est un écosystème un petit peu à préserver. Si on ne fait qu'un certain type de livre, on ne s'ouvre pas non plus assez aux nouvelles tendances et des choses qui évoluent vraiment. Donc, de nouveau, se renouveler sans tout à fait s'oublier. Oui, mais comment plaire aux jeunes gens d'aujourd'hui qui sont, on le sait, sur des tablettes et autres téléphones et aussi, comment ne pas rester nostalgique d'une époque qui était chouette, on vient de la voir, mais enfin qui est un petit peu surannée. C'est vraiment le plus difficile parce qu'effectivement, il y a un public qui a vieilli mais qui a toujours de l'argent aujourd'hui, qui se jette sur le nouveau Blake et Mortimer sans hésiter une seule seconde. Ça reste un vrai succès. Mais c'est sûr que c'est pas là qu'un garçon, une fille de 15 ans va se retrouver. Donc le vrai pari, c'est les adolescents d'aujourd'hui. C'est comment faire lire des bandes dessinées aux ados qui ont été plutôt nourris au manga depuis une dizaine d'années. Ce qui est plutôt une bonne chose, je pense, parce que ça amène quand même de la lecture. Alors, vous avez la solution miracle? Alors, on l'a pas du tout. Et c'est ça qui est bien, parce que finalement, ça vient de l'alchimie d'un auteur, d'une idée, parce qu'il y a encore des séries jeunesse qui peuvent encore exploser aujourd'hui. On pense aux Légendaires, aux Nombril, à Seul, c'est des séries de la concurrence volontairement. Mais en tout cas, ma conviction, c'est qu'on se renouvelle en faisant toujours de la bande dessinée papier. C'est pas la voie du numérique qui est encore celle qui nous attend. Là, il faut se différencier vraiment des autres. Il y a quand même les sirènes du cinéma qui sont pas loin. Et le cinéma, c'est toujours un atout. Aujourd'hui, les producteurs cherchent des sujets qui sont déjà un petit peu populaires, un petit peu connus, donc ils se rabattent souvent, on se rabatte, façon de parler sur la bande dessinée, ce qui remet en avant les albums, ce qui est une espèce de bonne logique. Oui, ça fait plaisir à tout le monde ou pas? Parce qu'on sent aussi qu'il y en a quelques-uns, il y a des bons films, je trouve, mais il y en a qui sont un petit peu à côté de la plaque, où on regrette finalement de ne pas avoir lu la BD d'origine. Alors ça fait très plaisir en amont, quand on signe le contrat, on se dit les acteurs, le producteur, tout ça est assez ronflant. À l'arrivée, le film n'est pas toujours réussi, et quand il l'est pas, c'est tout sauf un atout finalement. Ça ne fait pas vraiment de dommage, c'est
crée pas non plus d'engouement ni de nouveaux lecteurs. Bon, bah, ça va. Dernière question, le festival d'Angoulême, c'est un peu votre festival de Cannes. Je pose la question parce qu'il y a eu Avignon pour le théâtre cet été. C'est un peu ça. C'est important d'y être. J'imagine que vous avez des stands, il faut des prix. C'est la course au prix aussi ou pas? Alors pour beaucoup d'éditeurs, oui. Le Lombard n'a pas toujours eu tout à fait l'ADN adapté. Quand on pense festival de Cannes, c'est une bonne comparaison parce qu'il y a un côté quand même assez pointu, assez serré dans la sélection, très arty. Le gros éditeur a moins de chance que l'éditeur un petit peu indépendant. Donc on y va parce que finalement il faut y être, c'est là que tout le monde se retrouve, c'est là qu'on retrouve nos auteurs qui habitent parfois loin, c'est un vrai rendez-vous plutôt qu'une course au prix pour nous. Ah ouais. Bah, vous avez quand même des auteurs immenses. Hein. Ça va les contacts avec des gens comme Herman, Rosinski, tout ça, c'est quand même des personnalités. Hein. Tout à fait. Des personnalités que j'admirais moi, jeune lecteur, donc c'est fatalement un peu impressionnant, mais ce sont des gens intelligents et puis des vrais professionnels. Et donc on a tout de suite une relation adaptée. Et c'est des gens qui ont aussi des souvenirs incroyables, donc c'est toujours intéressant de les fréquenter. Et qui sont fidèles. Il y a une fidélité aussi au Lombard. Et qui sont fidèles. C'est ma toute dernière question, une espèce d'ADN au Lombard. Il y a un truc qu'on ressent un petit peu dans le petit film d'ailleurs. Il y a quelque chose de... On a envie de faire partie de cette famille-là. Enfin, vous, évidemment, vous allez me dire oui, mais... Eh bien, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de préserver, ce côté familial, ce côté très connecté à nos auteurs. C'est pas toujours facile de l'être, toujours disponible, mais au maximum, de répondre aux gens, d'être vraiment accessible. On essaie. Allez, directeur éditorial, vous aurez pu être directeur de la communication aussi, parce que vous en parlez très bien. Merci. C'est pas loin, finalement, quelque part. C'est vrai. Et puis, vous êtes une famille, comme vous dites, et c'est ça qui est important. Merci infiniment, Gauthier, d'être venu passer chez nous, chez nous pour nous parler de ce métier. On se retrouve demain avec un autre ou une autre personne qui travaille autour des métiers de l'art. Bonsoir, à demain. Merci.